Je suis tombé dans la marmite, en fait, grâce à des étudiants. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur système et réseau, j'ai pas mal bourlingué. Je me suis retrouvé un jour dans une place de marché dans la nouvelle technologie. Et puis, au bout d'un moment, avec mon associé, on a voulu se lancer dans une aventure entrepreneuriale et on a monté une plateforme de financement participatif, de crowdfunding, dans le sport traditionnel. Et pas de peau, on ne connaissait pas grand-chose, on n'avait pas les bons appuis à ce moment-là, on était un peu concurrencé par pas mal de sociétés qui étaient en place, et surtout on a lancé notre campagne de communication pendant l'affaire Platini, donc ça peut-être évoque quelque chose pour vous. Donc quand on parlait de foot professionnel et de financement, c'était un petit peu compliqué d'aller chercher des partenaires et négocier avec les clubs. Et puis donc j'étais entre-temps prof dans des écoles ou en université sur du marketing digital, et j'ai un de mes étudiants qui vient me voir à la sortie et qui me dit « Boris, ton projet de crowdfunding là, dans le sport professionnel, bon ok, mais pourquoi tu ne vas pas dans l'e-sport ?» C'était il y a 3 ans et demi à peu près, et je regarde et je dis « Mais c'est quoi l'e-sport » Donc il m'explique, des compétitions, de jeux vidéo, c'est une lame de fond qui arrive, etc. Tu devrais t'y intéresser. Et je lui dis bah, je commence déjà par lancer mon projet, ça fait 3 ans qu'on bosse, on avait investi pas mal d'argent, beaucoup d'argent avec mon associé. On a tout planté au bout de 4 mois avec les problématiques de conjoncture économique notamment, avec l'histoire de l'affaire Platini et autres. Et on a pivoté finalement sur le côté e-sportif en faisant de la veille, en se documentant, en allant chercher des informations. Et on a été incubé à Montpellier au Business Innovation Center pour, on va dire, nous accompagner sur la stratégie à mettre en place. On avait lancé une plateforme de financement participatif qui a eu un succès, on va dire, relativement restreint parce qu'on a compris que le modèle économique, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une commission que vous récupérez sur les collectes qui sont effectuées sur les projets. Il faut faire beaucoup de projets, il faut avoir une grosse stratégie de communication derrière. Et donc, on est plutôt parti sur le côté B2B qui était, moi, mes premiers amours. En développant un certain nombre d'activités, en rencontrant l'écosystème e-sport. Et donc est né Stackern il y a maintenant à peu près 3 ans et demi, de façon complètement, on va dire, impromptue, puisque j'avais aucune vocation à aller dans l'e-sport, et simplement par une rencontre avec un de mes étudiants qui m'a poussé, qui m'a un peu coaché, qui m'a donné les bons tuyaux, et je me suis lancé dans cette aventure en travaillant pour rencontrer les différents acteurs. Aujourd'hui, donc Stackern, une société basée en Occitanie, notamment à Montpellier, on a un certain nombre d'activités focus sur la partie business. La première de nos activités est liée au consulting stratégique, puisqu'on accompagne des marques non endémiques à l'e-sport, on accompagne des clubs de sport, on accompagne des investisseurs dans leur stratégie. C'est-à-dire on essaie de comprendre quels sont leurs besoins, le positionnement que ces acteurs ont aujourd'hui, et comment ils peuvent tirer profit d'une stratégie dans l'e-sport, en termes de communication interne, en termes d'organisation d'événements, en termes de sponsoring d'équipe, en termes de sponsoring d'événements. On leur fait des recommandations stratégiques pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, démocratiser et donc mettre le pied à l'étrier, puisqu'aujourd'hui l'e-sport est un vrai, sérieux vecteur de communication pour de bon nombre d'entreprises. On a un pôle dédié à l'organisation d'événements, donc on travaille essentiellement avec des organisateurs d'événements dans le sport ou des métropoles ou des collectivités qui veulent ajouter une dimension e-sport, on va dire, à leur événement traditionnel. Donc on monte des conférences, on fait des keynotes, des workshops, etc. Donc ça c'est un petit peu sur tout le territoire français, parfois un petit peu dans d'autres pays. Donc avec du matchmaking, on va dire, pour que les acteurs endémiques, non endémiques à l'e-sport puissent se rencontrer de façon à générer du business, ou en tout cas comprendre, et ce qui reprend, on va dire, un peu la philosophie du club business de l'agence e-sport. Nous sommes également agents de joueurs, alors ça me fait rire parce que agent de joueurs de jeux vidéo, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé prononcer un jour dans ma vie. Mais c'est le cas, en fait, on a aujourd'hui une quinzaine de joueurs qui sont sous contrat, dont notre objectif c'est de les accompagner sur du coaching mental pour se préparer, puisqu'on ferait une analogie tout à l'heure avec le sport traditionnel. Puisque les e-sportifs, les joueurs, on va dire, de haut niveau aujourd'hui, les joueurs professionnels, ont un statut, ont un accompagnement qui est très proche de ce qui se passe dans le sport de haut niveau. Et donc les joueurs que l'on a, on essaie de choper des pépites, des jeunes joueurs qu'on va pouvoir accompagner, les professionnaliser sur du coaching mental, la préparation physique, sur également l'accompagnement juridique, parce qu'il y a pas mal de complexité au niveau juridique aujourd'hui, au niveau des contrats. Et puis on essaye de leur trouver finalement donc, des clubs ou des marques dans lesquelles travailler. Et donc on a un focus nous sur le sim racing, donc c'est les jeux de simulation automobile. Et on travaille avec l'ensemble des écuries de Formule 1, où nos joueurs donc, font partie des équipes e-sport des écuries de Formule 1,
comme Toyota, comme Ford, comme Williams, etc. Et on a quelques joueurs sur des jeux de foot, notamment un joueur à Arsenal et au FC Nantes. Donc ça, c'est un côté, on va dire, détection de pépites, accompagnement. Une partie autour de la formation. Alors moi, je vous disais tout à l'heure, je suis prof historiquement de marketing digital. Quasiment l'intégralité de mes cours aujourd'hui sont sur la partie e-sport, l'e-sport business, sur la compréhension des enjeux. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce côté, cette relation avec les jeunes, qui m'ont permis aussi de découvrir ce qu'est l'e-sport. Une activité qui a été lancée l'année dernière sur toute la partie innovation. Pourquoi l'innovation? Parce que les métropoles, la plupart des métropoles aujourd'hui en France et à l'international ont compris les enjeux potentiels de l'e-sport en termes d'attractivité touristique, en termes de création d'emplois notamment. Et donc on a été sollicité dans le cadre d'un appel d'offres qui s'appelait Dessine-moi Toulouse il y a maintenant un peu plus d'1 an, pour répondre conjointement avec un promoteur, le promoteur Idélis, qui est d'ailleurs ici présent dans la salle, pour concevoir un lieu, j'en parlerai tout à l'heure, un lieu dédié à l'e-sport et à l'entertainment qui s'appelle Icon Arena. Et donc depuis, on développe on accompagne un certain nombre d'acteurs pour réfléchir à des lieux stratégiques dans lesquels on pourra trouver, faire de l'intergénérationnel, on pourra avoir un certain nombre d'arénas e-sport, d'équipes, d'incubateurs, de co-living, de coworking, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, etc. Donc sur une partie purement physique, purement complexe, on va dire, dédiée à l'entertainment. Je ne m'aventurerai pas sur l'éternel débat, est-ce que l'e-sport est un sport? Alors, il y a le mot sport dans l'e-sport, qui veut dire sport électronique. C'est donc la pratique de jeux vidéo de façon compétitive et non pas la pratique de jeux vidéo de sport. Donc vous avez pléthore de jeux vidéo. Et dans cet écosystème que je vous ai représenté au niveau de l'écosystème de l'e-sport, on a des piliers qui sont assez forts, les équipes professionnelles que vous voyez au-dessus à gauche, les éditeurs de jeux vidéo évidemment, et c'est probablement la vraie différence avec le sport traditionnel, c'est que les ayants droit aujourd'hui ont une mainmise assez importante sur le développement de l'écosystème e-sport en France et à l'international, pour l'organisation d'événements, pour la réglementation au niveau par exemple des récompenses qu'on appelle les cash prizes. Et donc quand vous jouez au foot ou quand vous jouez au rugby, finalement, les règles sont les mêmes depuis tout le temps. Dans l'e-sport, non, ceux qui imposent les règles, la plupart du temps, sont les éditeurs. Donc c'est une relation forte entre les éditeurs, les organisateurs d'événements, les métropoles, les joueurs, etc. Vous avez des organisateurs de ligues donc à travers le monde. On a pas mal de ligues. Vous avez vu en introduction des vidéos sur League of Legends et notamment la finale qu'il y a eu à l'Accor Hotel Arena à Paris au mois de novembre. Et vous avez des organisateurs d'événements. Au milieu de tout ça, donc sur ce qu'évoquait Rodolphe tout à l'heure sur l'écosystème du jeu vidéo qui représente à la louche 130 milliards de dollars au niveau international, vous avez cette petite niche qu'est l'e-sport aujourd'hui qui représente autour d'1 milliard, d'après les chiffres, 1 milliard, 1,5 milliard ces derniers temps, composé majoritairement d'e-sport amateurs, calqué sur le modèle du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas de Kylian Mbappé s'il n'y avait pas eu des accompagnateurs, s'il n'y avait pas eu des clubs des débuts dans les villages. Et donc aujourd'hui, avant de parler d'e-sport professionnel, il y a toute la partie, ce qu'on appelle l'e-sport grassroots, l'e-sport amateur, qui est absolument nécessaire et qu'on doit accompagner sur des événements, leur faciliter l'accès à un certain nombre de lieux pour pouvoir pratiquer. Et dans le modèle économique de l'e-sport qui est très instable, puisqu'aujourd'hui la majeure partie, on va dire, du modèle économique est basée sur ce qu'on appelle le sponsoring, c'est-à-dire que ce sont des grands noms de l'industrie mondiale ou locale, endémiques au sport ou non endémiques, qui vont financer finalement des équipes, qui vont sponsoriser des équipes, qui vont organiser des événements. Et dans cette économie relativement, aujourd'hui, on va dire, en création, encore en balbutiement, avec des avantages et des inconvénients, il y a évidemment toute la partie audience qui commence à se réveiller. Et la démocratisation de l'e-sport, quel que soit le niveau, que ce soit dans les localités en Occitanie, que ce soit au niveau national ou international, prouve en tout cas au niveau des chiffres qu'il y a un intérêt, il y a un vrai attrait pour visionner sur des plateformes que vous connaissez peut-être comme Twitch par exemple, visionner des compétitions de jeux vidéo ou pour aller sur des événements. Et donc, on est dans une phase aujourd'hui de croissance. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le marché français qui est le plus florissant au niveau international. On ne peut pas comparer ce qui se passe en France versus ce qui se passe sur le marché nord-américain ou sur le marché asiatique, par exemple. Mais il y a quand même un public français qui est assez extraordinaire. On est considéré en France comme l'un des meilleurs publics au niveau de l'e-sport. De plus en plus d'événements qui sont organisés, de plus en plus de formations.
On a la chance, et j'en suis ravi, grâce à l'AMIA et au village Maïséa, de pouvoir lancer un accélérateur de start-up sur la thématique e-sport entertainment. C'est une première en France, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas en région de telle initiative. On a pour objectif d'apporter une expertise sur la partie e-sport et d'ouvrir, on va dire, le champ des possibles pour des startups sans avoir forcément l'obligation de monter la capitale ou autre pour pouvoir être accompagné. Je terminerai rapidement sur le projet que j'évoquais tout à l'heure, sur Icon Arena. C'est une première en France, c'est-à-dire qu'on va voir arriver en exploitation début 2023 un lieu qui va être au métro Les Arboulets, sur la sortie du métro Les Arboulets, dédié à l'industrie de l'e-sport et de l'entertainment, avec sur plus de 16 000 m² un certain nombre d'activités, une école, des studios de création de contenu, du co-living, du co-working, un centre de réalité virtuelle, centre de réalité augmentée, des escape games interactifs, un laboratoire de recherche pour personnes handicapées, puisqu'on a à la fois un côté intergénérationnel, B2C, B2B au niveau du jeu, mais le côté inclusion que permet l'e-sport est quelque chose qui est très fort pour nous. Donc on aura la chance d'avoir une association qui s'appelle Handy Gamer, qui va être présente avec un showroom au sein de ce bâtiment, qui conçoit des manettes pour des personnes à mobilité réduite qui ont des problématiques physiques notamment, qui ont qu'un bras ou qui ont des problèmes, on va dire, pour tenir des joysticks, des manettes, etc. Et donc qui va être dans ce bâtiment-là pour aller à la rencontre aussi de ces personnes. Et ça, pour nous, c'est une vraie fierté parce que c'est aussi montrer que le jeu vidéo / e-sport est un écosystème, un environnement où on peut travailler à la fois du social, on peut faire de l'inclusion, on peut travailler la mixité. Et c'est le cas dans ce projet Icon Arena, qui va être un lieu, on va dire, phare, emblématique, dans lequel vous aurez une arena e-sport de 500 places pour accueillir des compétitions, mais faire aussi éventuellement pas mal d'autres événements de type pièces de théâtre ou autres. Et ça va être un lieu de rencontre, de networking, B2B, et de rendez-vous physiques, on va dire, pour les familles, avec des activités qui sont tout à fait ludiques et récréatives. Le rôle de Stackern, alors, avec Hugo, et j'en suis très heureux, on s'est rencontrés il y a quand même pas mal de temps, et on a l'origine, on va dire, du naming et puis du concept de l'agence e-sport. Moi, mon intérêt, évidemment, vous l'avez compris, sur la côté pédagogie, d'accompagner les startups, notamment à travers l'accélérateur Plexin qui va ouvrir au mois d'avril, de travailler sur des formations, sur de l'accompagnement au niveau des marques non endémiques sur les enjeux de l'e-sport, d'organiser des événements, puisqu'évidemment, l'organisation d'événements, c'est, on va dire, un levier intéressant pour permettre les rencontres, pour y mettre un côté fun avec de l'e-sport, pour y mettre un côté plus business pour se faire rencontrer les gens. Et c'est vrai que, comme disait Rodolphe, soit à la machine à café ou autour d'une bière, c'est souvent là qu'on signe des contrats et qu'on fait des rencontres qui peuvent être sympas. Donc c'est un peu dans la philosophie de l'agence e-sport aujourd'hui, c'est de se faire retrouver un certain nombre d'acteurs d'horizons divers et de pouvoir les accompagner dans la compréhension des enjeux de l'e-sport, des opportunités. Parfois il n'y a pas d'opportunités, c'est pas parce qu'il y a l'e-sport un peu dans toutes les bouches et sur tous les médias en ce moment que c'est forcément un endroit dans lequel il faut aller pour une entreprise lambda. Non, il faut voir quel est son intérêt pour elle, d'où l'intérêt d'accompagner ces structures-là.